Ma femme a organisé mon anniversaire sans me le demander. Je suis arrivé et j'ai vu un homme que j'ai immédiatement reconnu. Elle s'est approchée en souriant. C'est juste un ami. Mon amour. Je suis resté à cette fête pendant 2 heures sans dire un mot. Quand je suis allé dans la chambre, j'ai sorti mon téléphone et passé un appel. Eh bien, ce que le détective m'a envoyé plus tard. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Il y a des moments dans la vie d'un homme où le monde entier se fige en une seconde. Non par peur, non par surprise, mais parce que quelque chose en lui, quelque chose d'ancien et de précis, comme un instrument de mesure qui s'étalonne depuis des décennies, lui dit que ce qu'il a devant lui n'est pas ce qu'il paraît. J'ai vécu ce moment un samedi d'octobre. C'était mon propre anniversaire, et l'homme qui se tenait à côté de ma femme était quelqu'un que je n'aurais jamais dû voir dans cette pièce. Je m'appelle Augusto Tejada Crespo. J'ai 53 ans. Je travaille comme inspecteur des impôts pour l'administration de l'État depuis 31 ans. D'abord dans un petit bureau à Castellon qui sentait le foutu papier et le café de machine, et plus tard dans une délégation provinciale où j'ai appris, au fil des années et des dossiers, que les chiffres ne mentent jamais. Ce sont les gens qui les écrivent qui mentent. C'est la première chose qu'on vous apprend dans ce métier et c'est la dernière que vous oubliez. Je suis marié à Rebecca Serve depuis 27 ans. 27 ans. Pas comme un chiffre rond qu'on dit pour simplifier, mais comme un chiffre exact que je connais, tout comme je connais mon numéro de dossier de fonctionnaire. 27 ans, 3 mois et 16 jours, ce samedi d'octobre. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête en août 1995. Elle avait 22 ans, avec une robe bleue dont je me souviens encore avec plus de précision que je ne le voudrais. Et moi j'en avais 26, avec la ferme conviction que travailler dur suffisait pour construire quelque chose de solide. Je me suis marié en y croyant, et pendant de nombreuses années, j'ai continué à y croire. Nous avons un fils, Rodrigo Tejada, 26 ans, qui travaille dans le secteur de la logistique à Valence. Un garçon qui a grandi en voyant son père partir chaque matin avec sa mallette sous le bras et revenir chaque soir avec la même expression, fatigué mais ponctuel. Je ne suis pas un homme de grande déclaration. Je ne l'ai jamais été. J'ai exprimé mon amour de la seule façon que je connaissais pendant des décennies, en étant là, en payant les choses, en résolvant ce qui devait l'être sans faire d'histoire. Ce que je n'ai compris que très tard, c'est qu'il y a des gens qui confondent la solidité avec l'indifférence, et que parfois ces personnes vivent dans votre propre maison et partagent votre table chaque soir. Je dois admettre quelque chose avant de continuer, car cette histoire mérite l'honnêteté dès le début. Il y a eu des années où j'ai trop travaillé. Il y a eu des nuits où je suis rentré tard quand je n'aurais pas dû. Des conversations que j'ai reportées inutilement. Des moments en famille que j'ai sacrifiés pour des dossiers qui auraient pu attendre. Je ne dis pas cela pour justifier ce qui est arrivé par la suite. Je le dis parce que toute la vérité exige d'inclure aussi mes propres erreurs. Et la première d'entre elles a été de croire qu'une famille se soutient toute seule pendant que le père est occupé à être responsable. Le samedi où tout a commencé était une journée grise. Ce gris d'août d'octobre qui, dans la communauté valencienne, garde encore un peu de chaleur dans l'air. Rebecca m'avait dit ce matin-là, pendant que je prenais mon petit déjeuner debout, mon café à la main, qu'elle avait organisé une petite réunion pour mon anniversaire. Rien de grand, m'avait-elle dit, juste quelques vieux amis, des gens de confiance. Je l'ai accepté avec le même naturel avec lequel j'acceptais presque tout à l'époque. Sans poser trop de questions, sans me douter de rien, avec la confiance accumulée de 27 années que l'on porte comme un vieux manteau dont on ne sent plus le poids. Je suis arrivé à l'appartement à 19h30. Il y avait une douce musique venant du couloir, des voix mêlées, l'odeur familière des canapés que Rebecca commandait toujours chez le même traiteur du quartier depuis des années. J'ai poussé la porte et j'ai levé la main pour saluer le groupe. J'ai reconnu certains visages sans difficulté. Les voisins du troisième, un couple d'amis depuis plus de 15 ans, ma belle-sœur Amparo avec son mari. J'ai souri, j'ai fait 2 pas dans le salon, et c'est là que je l'ai vu. Oscar Ferré Blasco, 52 ans, les cheveux poivre et sel soigneusement peignés en arrière, un costume sombre sans cravate, un verre de vin blanc dans la main droite, debout à côté de Rebecca, lui parlant avec cette proximité calme et naturelle de quelqu'un qui a l'habitude d'être à cette place. Je le connaissais. Bien sûr que je le connaissais. C'était l'ex-petit ami de Rebecca, l'homme avec qui elle était avant de me rencontrer. Une histoire qui, selon ce qu'elle m'avait dit dans les premiers mois de notre relation, était complètement close depuis des décennies.
close. C'était le terme exact qu'elle avait utilisé. Et il était dans ma maison, à ma fête d'anniversaire, souriant à côté de ma femme comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Rodrigo était à moins de 2 mètres d'eux. Mon propre fils, me regardant arriver avec un sourire complètement ouvert, les bras croisés nonchalamment, comme quelqu'un qui ne voit absolument rien de déplacé dans ce tableau. Pas l'ombre d'un malaise sur son visage. Aucun geste cherchant mon regard avec quoi que ce soit qui ressemble à un avertissement. Ce qui s'est passé en moi à ce moment-là n'était pas de la colère. Ce n'était ni de la panique ni de la confusion. C'était quelque chose de bien plus froid et de bien plus ancien que tout cela. C'était exactement le même mécanisme qui s'active lorsque vous vérifiez des comptes depuis des décennies et que vous trouvez un chiffre qui ne correspond pas au reste. L'inspecteur ne crie pas, n'accuse pas, ne casse rien. Il enregistre l'anomalie, sauvegarde la donnée, ferme le dossier et passe à autre chose comme s'il n'avait rien vu, car il sait qu'agir avant d'avoir toutes les preuves est la seule erreur qui ne peut être corrigée. Je me suis approché de Rebecca avec un sourire que je perfectionnais depuis 27 ans et je lui ai donné un baiser sur la joue. Quelle belle surprise, ai-je dit. Elle m'a serré le bras avec une affection sincère, ou ce qui m'a semblé l'être. Je voulais que ce soit spécial, Augusto. Oscar m'a tendu la main avec un naturel qui aurait été désarmant dans d'autres circonstances. Félicitations. Rebecca parlant très bien de vous. J'ai serré sa main. La sienne était sèche et ferme. La mienne aussi. Merci, ai-je répondu. Juste ça, juste ce seul mot. Je me suis servi un verre de vin rouge dans la cuisine. Je suis retourné dans le salon et, pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai été l'hôte parfait de ma propre fête d'anniversaire. J'ai ri au bon moment. J'ai écouté avec une attention visible. J'ai porté les toasts avec la bonne expression. J'ai parlé de la météo, du travail, de choses sans importance. Personne dans cette pièce, ni Rebecca, ni Rodrigo, ni Oscar avec son verre de vin blanc, n'a rien remarqué. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était ce qui allait se passer une fois qu'ils seraient tous partis. Rebecca est allée prendre une douche peu après 23 heures. Rodrigo nous a dit au revoir avec un rapide câlin et est descendu à sa voiture. Je suis resté dans le salon à ramasser les derniers verres avec mon calme habituel, j'ai éteint les lumières de la cuisine, fermé la porte du balcon, et je me suis assis au bord du lit dans l'obscurité totale de la chambre, avec le téléphone à la main. Il y avait un nom enregistré dans mes contacts depuis plusieurs mois, noté sur la recommandation d'un collègue lors d'une conversation qui, à l'époque, m'avait semblé n'avoir aucun rapport avec ma vie. Valentin Morat, détective privé, 48 ans. Discrétion absolue, m'avait-on dit. Résultat documenté. J'ai composé le numéro à 23h22. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je n'ai pas dit grand-chose. Ce n'était pas la peine. Je lui ai donné mon nom. Je lui ai dit que j'avais besoin de connaître la vérité sur certaines choses, et que j'étais prêt à payer ce qui serait nécessaire pour l'avoir complète, vérifiée et documentée dans les moindres détails. Il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil. Très bien, a dit Valentin, nous en parlerons demain. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone sur la table de chevet et j'ai fixé longuement le mur sombre devant moi. Dans la salle de bain, l'eau de la douche coulait encore. Rebecca chantait doucement une vieille chanson que j'ai reconnue. Mais cette nuit-là, elle me semblait complètement étrangère, comme si je l'entendais pour la première fois dans une langue qui n'était plus la mienne. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais je n'ai pas pleuré non plus. Ce à quoi je me suis accroché à la place était bien plus utile que des larmes, la certitude froide et absolue qu'un homme qui a passé 31 ans à auditer des fraudes sait exactement comment trouver la vérité quand quelqu'un a décidé de la cacher. Et je venais juste de commencer à chercher. Le dimanche s'est levé tranquillement. Rebecca a préparé le petit déjeuner comme elle le faisait chaque week-end et je me suis assis en face d'elle avec la même expression que d'habitude. Café au lait, pain grillé à la tomate et à l'huile. Le journal plié sur la table sans que personne ne l'ait demandé. J'ai répondu à ces questions normalement. J'ai fait une remarque sur le froid qui commençait à s'installer dans la ville. Et puis je suis allé me promener sans destination précise. Les mains dans les poches de mon manteau et l'air pur d'octobre s'engouffrant dans les rues encore vides. J'avais besoin de trier les données. C'est la première chose que ce métier vous apprend, avant toute autre, n'agissez pas en fonction de ce que vous ressentez, mais en fonction de ce que vous pouvez vérifier.
Un auditeur qui travaille avec des sentiments plutôt qu'avec des preuves commet exactement la même erreur que celui qui tente de dissimuler une irrégularité. Tous deux construisent sur un terrain non examiné. J'ai donc marché pendant près d'1 heure et j'ai passé en revue les derniers mois avec la même méthodologie silencieuse que celle que j'aurais utilisée pour examiner un exercice fiscal clos sur mon bureau. 27 ans, c'est suffisant pour connaître quelqu'un au-delà des mots. Cela vous apprend à lire le poids spécifique d'un silence, la signification d'un geste mineur que n'importe qui d'autre ignorerait sans sourciller. Mais cela accumule aussi un nombre considérable de petites incohérences auxquelles on ne prête pas attention parce que le tableau d'ensemble semble solide et stable. Le problème de la fraude comptable, et je le sais par expérience directe après 3 décennies, c'est que chaque transaction individuelle a une explication plausible et raisonnable. Ce qui trahit l'irrégularité n'est jamais une donnée isolée. C'est le motif qu'elles forment ensemble lorsque vous les placez sur la même surface et que vous les regardez sans pitié. La première chose dont je me suis souvenu était une chemise bleue récupérée au pressing un jeudi de fin mars. Rebecca l'avait laissée pliée sur la chaise de la chambre cet après-midi-là et je l'avais prise sans réfléchir pour la ranger dans l'armoire. Mais il y avait sur le tissu un parfum qui n'était pas le mien. Une fragrance masculine discrète qu'à l'époque j'avais attribuée à une erreur du service, un sac partagé sur le comptoir, n'importe quelle explication sans importance. Je l'avais mentalement classé comme un bruit de fond et j'avais continué ma journée. Ce matin-là, en marchant dans les rues d'Octobre, cette même donnée occupait une place complètement différente sur la carte que je construisais lentement. La deuxième chose impliquait de reconnaître ma propre négligence, et c'est toujours plus difficile que de pointer quelqu'un d'autre du doigt. Rebecca avait voyagé 3 fois au cours de la dernière année et demie, affirmant que c'était pour des cours de remise à niveau pour le cabinet de conseil dont elle gérait l'administration depuis des années. 2 de ces voyages s'étaient déroulés en dehors de la province, avec des séjours allant de 2 à 4 jours chacun. Je n'avais jamais demandé de détails car je n'avais aucune raison visible de le faire. Mais ce matin-là, je me suis posé une question que je n'avais pas envisagée auparavant: à quand remonte la dernière fois où Rebecca avait mentionné quoi que ce soit de spécifique sur le contenu de l'un de ses cours, le nom d'un intervenant, une nouvelle réglementation? Un changement de procédure dans son secteur? Je ne pouvais me souvenir d'aucune conversation de ce genre. Pas une seule en 1 an et demi. La troisième chose était le téléphone. Au cours des derniers mois, Rebecca avait développé une habitude si graduelle qu'elle était presque invisible si on n'y prêtait pas activement attention. Elle le laissait toujours avec l'écran face contre table lors des dîners, sur la table de l'entrée en rentrant à la maison, sur la table de chevet avant de dormir. Toujours face vers le bas, sans exception. Je l'avais remarqué à l'occasion, avec cette perception périphérique qui enregistre les choses sans les transformer en questions. Pourtant, ce matin-là, cette habitude portait un nom. Mais le 4e élément était celui qui pesait le plus lourd pendant que je marchais, car c'était le plus concret et celui que j'avais moi-même activement écarté il y a près d'1 an. C'était un mardi de la fin de l'automne de l'année précédente. J'étais rentré plus tôt que d'habitude car une réunion à la délégation avait été annulée à la dernière minute et j'avais trouvé Rebecca sur le canapé, son téléphone à la main. Quand elle m'a entendu franchir la porte, elle l'a retourné d'un mouvement rapide, trop rapide pour être instinctif, bien qu'à ce moment-là, je ne l'ai pas catalogué comme tel. Je me suis approché, je lui ai donné un baiser sur la tête, et elle m'a tendu le téléphone avec un naturel qui, vu de ce matin d'octobre, était trop élaboré pour être apparu tout seul. Regarde, a-t-elle dit, j'ai trouvé une vieille photo de quand nous étions jeunes avec Oscar et d'autres amis de l'époque. C'était une photo de groupe avec cette teinte caractéristique des images scannées des années 90, légèrement floue avec plusieurs visages que je ne reconnaissais pas et un que je reconnaissais. Oscar Ferré, avec 20 ans de moins, le bras autour des épaules de Rebecca devant ce qui ressemblait à une terrasse d'été. D'où ça sort, ai-je demandé. D'un groupe d'anciens camarades de classe, a-t-elle répondu sans la moindre hésitation. Ils partagent des choses comme ça de temps en temps, des choses de l'époque. Je l'ai accepté sans y penser davantage. C'était une explication raisonnable, précise, sans faille visible. Et c'était accompagné de cette confiance calme que l'on associe instinctivement à l'innocence, et qui, comme je l'apprendrai bien plus tard, peut aussi être le résultat d'années de pratique dans la gestion de ce type exact de questions. Je n'ai plus repensé à cette photo jusqu'à la nuit de la fête d'anniversaire. Je dois être honnête à ce stade, car cette histoire n'a aucune valeur si je la raconte à moitié. Je n'étais pas un mari parfait. Je dis cela sans culpabilité excessive et sans fioritures inutiles, car aucun des deux ne sert à rien. J'ai travaillé avec un dévouement qui,
à certaines périodes, frôlait l'obsession. Je suis rentré tard plus de fois que je n'aurais dû l'accepter comme normal, et je préférais résoudre les problèmes de manière pratique alors que ce qu'il fallait vraiment, c'était simplement être présent sans rien résoudre. Il y a eu toute une période, quand Rodrigo avait 12 ou 13 ans, où j'ai passé tellement de nuits à réviser des dossiers jusqu'à l'aube que le garçon a demandé à sa mère si je dormais au moins à la maison. Rebecca me l'a raconté quelque temps plus tard, en riant, comme s'il s'agissait d'une petite anecdote familiale. Je l'ai perçu de la même manière. J'aurais dû l'écouter différemment. Mais aucune de ces erreurs n'explique ce que j'allais découvrir, et encore moins ne le justifie. Je les inclus parce que le tableau complet les contient et parce que les omettre serait une autre façon de falsifier les faits. Et falsifier les faits est précisément ce que j'ai passé 3 décennies à empêcher. Je suis rentré chez moi avant midi. Rebecca arrosait les plantes du balcon avec cette concentration domestique qu'elle avait toujours trouvée satisfaisante. Elle m'a regardé entrer. « Belle promenade » m'a-t-elle demandé avec le plus grand naturel. « Oui, j'avais besoin d'air » ai-je répondu. Je me suis servi un verre d'eau et je suis resté un moment près de la fenêtre de la cuisine, à regarder la cour intérieure de l'immeuble. Des pots suspendus aux façades, le silence pur d'un dimanche, la même lumière que d'habitude filtrant entre les bâtiments. Tout semblait exactement pareil que ces dernières années. Le même ordre, les mêmes odeurs familières, la même apparence solide d'une vie construite brique par brique au fil des décennies. Mais les 4 éléments que j'avais triés au cours de cette marche d'une heure n'avaient pas disparu juste parce que la cuisine sentait encore le café. Le lendemain à 10 heures du matin, j'avais rendez-vous avec Valentin dans un café du centre-ville. Il l'avait choisi lui-même au téléphone. Discret, avait-il dit, petit, le genre d'endroit où personne ne prête attention à ce que fait la personne à la table d'à côté. Cette nuit-là, avant d'essayer de dormir, j'avais passé en revue mentalement les 4 éléments identifiés lors de ma promenade et je les avais classés avec la même précision qu'on archive un dossier qui n'est pas encore clos, sans tirer de conclusion hâtive, sans perdre aucun détail. Avec la patience de celui qui sait que la vérité se trouve toujours dans les données et que les données finissent tôt ou tard par parler. J'ai appris il y a longtemps que les erreurs les plus graves ne sont pas commises par celui qui ment. Elles sont commises par celui qui décide d'arrêter de chercher. J'avais arrêté de chercher depuis bien trop longtemps. Cela était sur le point de changer. Il y a quelque chose que je n'ai pas décrit avec assez de précision concernant le moment où je l'ai vu. Je l'ai mentionné tout à l'heure en passant comme un fait accompli, mais ce moment mérite une pause car c'est exactement là que quelque chose en moi a changé de façon permanente, quand j'ai poussé la porte et fait les premiers pas dans le salon. Il a fallu 3 ou 4 secondes à mes yeux pour balayer la pièce avant de le trouver. 3 secondes qui ne signifient rien en temps réel, mais qui, dans ma mémoire, conservent une densité inhabituelle. J'ai d'abord vu les voisins du 3e près de la bibliothèque, puis Rodrigo debout près de la fenêtre, les bras croisés et la même expression ouverte et sans tension qu'il avait depuis l'adolescence. Et puis je l'ai vu. Ce n'était pas progressif. C'était immédiat, comme lorsqu'on ouvre un dossier en s'attendant à trouver un numéro et qu'on en trouve un complètement différent. Le cerveau a besoin d'un instant pour ajuster son attente à ce qui se trouve devant lui. Et pendant ce moment, il y a un silence intérieur qui n'a pas de nom exact, mais que l'on reconnaît dès qu'on l'éprouve. Dans cet état d'immobilité, mes yeux ont fait quelque chose de totalement involontaire. Ils se sont fixés sur le sol, à environ 2 mètres de l'endroit où se tenait Oscar, sur un gobelet en plastique transparent. Quelqu'un l'avait laissé sur le bord du tapis avec un fond de liquide orange. Je ne sais pas pourquoi ce détail absurde a occupé le devant de ma perception à ce moment précis. Je suppose que lorsqu'un esprit reçoit une information à laquelle il n'était pas préparé, il choisit un objet sans importance et s'y accroche avant d'affronter ce qui s'y trouve vraiment. Ce qui m'est tombé sur la poitrine n'était pas de la douleur. Il était trop tôt pour la douleur. C'était plutôt la sensation de marcher sur une marche qui ne se trouve pas là où on l'attendait. Cette demi-seconde de pur déséquilibre avant que le corps ne se réajuste. L'air dans la pièce semblait plus dense que d'habitude. La musique me parvenait avec un infime décalage, comme s'il y avait un retard entre le son et le moment exact où je le traitais. Je me suis approché, je lui ai serré la main, j'ai souri, et à partir de là, pendant 2 heures, j'ai maintenu une représentation qui n'était pas particulièrement difficile à tenir, précisément parce que ce n'était pas une représentation. C'était le mécanisme de confinement que 31 années de traitement de dossiers sensibles avaient gravé en moi, quelque part bien en dessous de la volonté consciente. J'ai surveillé mes mains pour m'assurer qu'elles ne tremblaient pas. J'ai gardé ma voix à son rythme habituel.
J'ai tenu mon verre avec une pression délibérée et constante, car parfois le corps a besoin d'une petite tâche physique pour éviter de s'égarer là où il ne devrait pas. J'ai parlé de la météo, du travail, de choses sans conséquence. J'ai répondu au toast avec l'expression appropriée au moment approprié. J'ai observé Oscar Ferré avec la méthodologie que l'on acquiert avec les années, sans le regarder directement plus longtemps que la situation ne l'exigeait. J'enregistrais plutôt ses mouvements latéraux, la façon dont il gérait sa distance physique avec Rebecca, les moments où elle s'adressait à lui avec une familiarité qui n'était pas celle d'une réunion occasionnelle, mais d'une interaction consolidée et fréquente. De petits détails qui ne construisent rien à eux seuls, mais qui, ensemble, laissent peu de place à une interprétation alternative. Rodrigo n'a montré aucune tension à aucun moment de la soirée. Cela faisait aussi partie de ce que j'ai gardé sous silence. Quand le dernier invité est parti et que Rebecca est allée dans la salle de bain, je me suis assis au bord du lit dans l'obscurité totale de la chambre. Ce n'était pas un effondrement. C'était une pression soutenue au centre de ma poitrine. Ce poids informe qui ne trouve pas d'issue facile et que l'on apprend à contenir en silence lorsque les années et l'habitude ne vous ont laissé aucune autre ressource disponible. J'ai pensé à ces 27 années avec une clarté qui semblait presque étrange à ce moment-là. Non pas avec colère, mais avec la même précision avec laquelle on clôt un audit qui a donné des résultats différents de ceux attendus. Voici ce qu'il en est. Voici ce qui devra être documenté. Voici ce qui vient ensuite. J'ai appelé Valentin à 23h22. Cela, je l'ai déjà raconté. Ce qui n'a pas été raconté, c'est ce qui s'est passé le lendemain, quand, à 10h du matin, Valentin a franchi la porte d'un café du centre-ville qu'il avait lui-même choisi. Un endroit avec des tables en bois sombre et un éclairage tamisé. Le genre d'endroit où les gens parlent au volume adéquat et où personne ne prête attention à la personne de la table d'à côté. Il s'est assis en face de moi sans présentation formelle, a commandé de l'eau d'un bref geste au serveur, et m'a regardé avec une expression totalement neutre. « Dites-moi l'essentiel », a-t-il dit. Juste les faits. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre, car les faits étaient la seule chose que je pouvais gérer à ce moment-là sans perdre le contrôle de la situation. J'ai parlé pendant 12 minutes sans interruption, avec la même cadence ordonnée que celle que j'utilise lorsque je présente des conclusions à un supérieur. La fête d'anniversaire, Oscar Ferré, les schémas accumulés au cours des mois précédents. Valentin a pris des notes dans un petit carnet sans beaucoup me regarder, hochant la tête de temps en temps par des mouvements minimes. Quand j'ai terminé, il a refermé son carnet calmement. J'ai besoin d'une semaine, a-t-il dit, peut-être moins. Je lui ai tendu une enveloppe contenant les informations qu'il m'avait demandées au téléphone la veille au soir. Le nom complet de Rebecca, les détails dont je disposais sur Oscar Ferré, leur routine connue, leurs zones habituelles. Il l'a prise sans l'ouvrir. Encore une chose, ai-je ajouté avant de me lever. J'ai besoin que vous soyez exhaustif. Je ne veux pas seulement savoir si quelque chose s'est passé. Je veux savoir quand cela a commencé, à quelle fréquence et exactement jusqu'où cela va. Valentin m'a regardé un instant, non pas avec surprise, mais avec quelque chose qui ressemblait plutôt à la reconnaissance professionnelle de quelqu'un qui traite régulièrement avec des personnes qui ont déjà pris leurs décisions avant de s'asseoir à table. Compris, a-t-il répondu. Je suis sorti dans la rue. L'air d'octobre était toujours le même que les jours précédents. Pur, légèrement froid, totalement indifférent à ce qui venait d'être déclenché à l'intérieur de ce petit café. Je suis retourné à la délégation d'un pas régulier, sans me presser, les mains dans les poches de mon manteau, mon esprit organisant déjà silencieusement ce qui allait suivre. Ce que je n'avais pas calculé ce matin-là, c'est que la semaine que Valentin avait demandé ne révélerait que la première couche de quelque chose qui avait des racines bien plus profondes et bien plus anciennes que ce que j'avais estimé autour de ce café, seul et inachevé. Ce n'est que bien plus tard que je comprendrai que l'enveloppe que Valentin avait prise sans l'ouvrir sous mes yeux contenait, sans que je le sache encore, le point de départ de l'information la plus troublante que j'allais recevoir de toute ma vie. Valentin a pris 6 jours, et non 7 comme il l'avait estimé. 6. Il m'a prévenu par un bref message un jeudi après-midi alors que j'examinais un rapport d'anomalie à la délégation. J'ai suffisamment de matériel pour une première réunion, quand vous serez disponible. Aucune urgence apparente dans ces mots, mais avec cette économie de langage qu'avec le temps j'ai appris à interpréter comme le signe de quelqu'un qui a trouvé plus que ce qu'il attendait et préfère ne rien dire par écrit à l'avance. Nous nous sommes rencontrés le lendemain, vendredi, à 19h. Dans le même café, avec ses tables sombres et son éclairage tamisé.
Valentin est arrivé alors avec une fine chemise bleu marine sous le bras, a commandé le même verre d'eau que la dernière fois et l'a posé sur la table entre nous sans l'ouvrir encore. Ce geste, cette petite pause avant d'ouvrir le dossier m'a dit, avant que je ne lise une seule ligne, que ce qu'il contenait n'était pas léger. Je vais être direct, a-t-il commencé, parce que je pense que c'est ce que vous préférez, et parce que l'information ne sera pas meilleure si je vous la présente autrement. J'ai hoché la tête et il l'a ouvert. La première chose que j'ai vue était une feuille avec des dates disposées dans une colonne à gauche, des heures dans la colonne du centre, et une brève description dans la troisième. 16 entrées. 16 rencontres documentées entre Rebecca et Oscar Ferré Blasco dans la période comprise entre le 4 février et le 18 septembre de cette même année. 7 mois et 14 jours. Environ 2 fois par semaine pendant les mois de plus haute fréquence. Une fois par semaine dans les périodes de moindre activité, que Valentin a identifié comme des moments où Rebecca avait des engagements qui entravaient sa mobilité habituelle. Les rencontres avaient lieu principalement dans 2 endroits. Un appartement dans le quartier de Ruzafa à Valence, enregistré au nom d'une société à responsabilité limitée dont le seul administrateur était Oscar Ferré, et, moins fréquemment, dans un hôtel de gamme moyenne en périphérie. Pour lequel Valentin avait obtenu des registres d'accès grâce à des procédures qu'il préférait ne pas détailler, et que je n'ai pas demandées. Il y avait des photographies. Je ne les ai pas toutes regardées. Celles que j'ai examinées étaient suffisamment claires pour ne nécessiter aucune interprétation supplémentaire. J'ai fermé le dossier après le 3e document. Valentin me regardait sans rien dire. Ce qui s'est passé en moi à ce moment-là n'était aucune des choses que l'on pourrait anticiper. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas un effondrement. Ce n'était pas cette douleur aiguë que les films et les romans associent à ce type de révélation. C'était quelque chose de bien plus étrange et de bien plus troublant que tout cela. C'était la reconnaissance. La même sensation physique qui vient de la confirmation d'une irrégularité que vous aviez déjà identifiée comme probable avant d'avoir les documents en main. Un soulagement vicié. La certitude que les données correspondent, accompagnée du poids simultané de savoir exactement ce que signifie le fait qu'elles correspondent. 30 ans de travail dans la fraude m'avaient appris qu'une mauvaise nouvelle confirmée produit cet effet paradoxal. La douleur pure vient plus tard, lorsque le travail de vérification est terminé et que le mécanisme de confinement n'a plus de tâche spécifique sur laquelle se concentrer. J'ai commencé à passer en revue mentalement les 16 dates de la colonne de gauche avec la même méthodologie que celle que j'utilisais pour vérifier une écriture comptable par rapport au mouvement réel d'un compte. Le 4 février. Rebecca était rentrée à la maison ce jour-là avec 2 sacs de courses et avait préparé une soupe de légumes que nous avions mangée ensemble en regardant le journal de 21h. Elle m'avait parlé du travail, d'une affaire en cours avec un client du cabinet, du fait qu'elle devait passer à la pharmacie le lendemain. Le 22 mars, un samedi. J'avais travaillé une demi-journée à la délégation en raison d'une date limite. Rebecca m'avait dit à mon retour qu'elle était allée se promener et boire un verre avec Macarena, une amie de longue date qui vivait dans le quartier. Une explication si naturelle que je ne l'avais même pas enregistrée comme une donnée à ce moment-là. Le 11 mai, un mardi. Je me souviens de cette journée avec une précision inhabituelle car c'était l'après-midi où j'avais trouvé un mot écrit de la main de Rebecca dans le tiroir de l'entrée qui disait le dentiste 17h30. Et j'avais brièvement pensé qu'elle ne m'avait pas mentionné ce rendez-vous. C'était passé dans mon esprit comme un nuage sans poids et c'était reparti sans s'arrêter. Chaque date de cette colonne avait sa contrepartie dans ma mémoire. Et chacune était accompagnée d'une explication qui, à l'époque, m'avait semblé tout à fait ordinaire. Non pas parce que j'étais naïf, mais parce que lorsque vous avez passé 27 ans à bâtir une confiance avec quelqu'un, l'esprit travaille activement à maintenir la cohérence de l'ensemble, écartant automatiquement tout ce qui ne rentre pas dans le cadre qu'il a décidé être réel. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est exactement le mécanisme que les auditeurs les plus expérimentés apprennent à désactiver lorsqu'ils examinent les livres d'une entreprise. La tendance naturelle à supposer que ce qui semble raisonnable l'est probablement. Moi qui avais passé ma vie professionnelle à combattre ce biais chez les autres, j'avais été incapable de le reconnaître au seul endroit où il importait vraiment. Il y a autre chose, a dit Valentin. À ce moment-là, je l'ai regardé. Il a posé une deuxième feuille, plus petite, sur la table, avec seulement 4 lignes manuscrites. C'est ce que j'ai trouvé quand j'ai élargi la période de recherche au-delà de ce que vous aviez initialement indiqué. Il a fait une brève pause. Les 16 rencontres documentées ne correspondent qu'aux 7 derniers mois, mais il y a de solides indications d'une activité antérieure. D'une activité bien antérieure.
À quand remonte-t-elle, ai-je demandé. Ma voix semblait tout à fait normale. Cela faisait aussi partie du mécanisme. Cela nécessite plus de travail, a-t-il répondu. Mais le fait d'avoir pu remonter aussi loin suggère que cela n'a pas commencé en février. Il n'a pas dit quand cela avait commencé, ou il ne pouvait pas encore le dire avec la précision requise par son travail, ou bien il a considéré que c'était une information suffisante pour une première réunion. En tout cas, cette phrase prononcée avec la même neutralité technique avec laquelle il traitait tout, a plané au-dessus de la table de ce petit café avec une gravité qu'aucun de nous n'a nommée à voix haute. J'ai demandé une copie de tout le matériel. Il m'a dit qu'il me l'enverrait sous format physique, sans aucune trace numérique, dans une enveloppe scellée à l'adresse de la délégation, marquée du nom d'un dossier de travail fictif dont nous avons convenu à ce moment-là. Procédure standard pour les clients qui partagent un domicile avec le sujet de l'enquête, a-t-il expliqué d'un ton professionnel. Je suis retourné à ma voiture avec le dossier sous le bras, glissé dans un sac en papier du café pour ne pas attirer l'attention de l'extérieur. Le vendredi après-midi avait cette texture particulière d'une ville qui pense déjà à autre chose. Les gens sortaient en groupe. Il y avait le bruit des terrasses à moitié pleines. Le ciel commençait à s'assombrir avec cette rapidité d'octobre qui arrive toujours plus tôt que prévu. J'ai mis le sac dans le coffre, fermé la voiture, et je suis resté un moment près de la portière du conducteur, regardant sans voir la rue devant moi. 16 dates, 7 mois documentés, et avant cela, quelque chose que Valentin ne pouvait toujours pas quantifier. Mais qui existait déjà sur cette feuille de 4 lignes comme une question sans réponse, une question que je devrais apprendre à retenir aussi longtemps qu'il le faudrait. Ce à quoi je me suis raccroché cette nuit-là avant de rentrer chez moi était quelque chose que je ne sais toujours pas nommer exactement. Ce n'était pas encore de la douleur au sens plein du terme. C'était plutôt la conscience d'être au début de quelque chose, et non à la fin. La certitude que ce que j'avais dans ce coffre n'était que la première couche d'une structure dont je ne connaissais pas encore la véritable profondeur. Et que le savoir allait me coûter plus cher que ce que j'avais calculé lorsque j'avais composé le numéro de Valentin cette nuit d'octobre, avec le bruit de la douche qui coulait de l'autre côté du mur. Il y a une différence fondamentale entre soupçonner et savoir. Le soupçon a une certaine perméabilité. Il permet au doute d'agir comme un amortisseur pour l'esprit, afin de garder deux versions du monde ouvertes simultanément et de choisir, dans les moments de moindre résistance, celle qui fait le moins mal. Le savoir ne permet pas ce luxe. Le savoir ferme toutes les portes sauf une. Et derrière cette porte, il n'y a pas de version alternative. Pas de place pour l'interprétation. Juste les faits avec toute leur densité et tout leur poids spécifique. Le samedi suivant le vendredi où Valentin m'avait remis le dossier, je me suis levé à 6h30 du matin car il ne servait à rien de rester au lit à faire semblant de dormir. Rebecca respirait avec cette cadence profonde et irrégulière que seul produit un sommeil non perturbé. Je l'ai observée pendant quelques secondes depuis le bord du matelas avec une étrangeté que je n'avais jamais ressentie en 27 ans de nuit partagée. C'était la même personne et en même temps une personne complètement différente. Ou peut-être que c'était moi qui étais différent, car maintenant je regardais avec des informations que je n'avais pas auparavant, et ces informations changeaient tout. Même la façon dont l'obscurité de la chambre se répartissait autour de sa silhouette immobile sous les draps. Je me suis fait un café dans la cuisine plongée dans le noir, sans allumer la lumière du plafond, juste avec la petite lueur de la haute aspirante. Je l'ai bu debout près de la fenêtre, en regardant la cour intérieure de l'immeuble, qui à cette heure avait ce silence particulier des espaces communs avant que la ville ne se réveille. Je n'ai pensé à rien de spécifique pendant ces minutes, ou alors j'ai pensé à tout simultanément, ce qui produit le même effet que de ne penser à rien. Le lundi fut le premier jour de travail après la réception du dossier. Je suis arrivé à la délégation à 8h comme chaque matin. J'ai laissé mon manteau sur le porte-manteau, allumé l'ordinateur et ouvert le dossier sur lequel je travaillais cette semaine-là. Les 2 premières heures se sont écoulées avec une apparente normalité. Les procédures connues agissent comme une structure externe qui soutient une personne lorsque sa structure interne est compromise. Vous révisez, vous vérifiez, vous signez, vous classez. Le corps sait ce qu'il a à faire et le fait sans avoir besoin d'une grande intervention du reste. Mais à 10h20, au beau milieu de l'examen d'un rapport de régularisation fiscale tout à fait routinier, quelque chose a cédé. Ce n'était pas progressif. Ce fut soudain et sans avertissement, comme lorsqu'une chaise sur laquelle on est assis depuis longtemps cède brusquement sous son propre poids. J'ai repoussé le rapport. Je me suis levé d'un mouvement plus brusque que d'habitude et j'ai marché jusqu'aux toilettes du personnel au bout du couloir.
Celle du fond, loin des bureaux en espace ouvert. J'y suis entré, j'ai fermé la porte à clé et je suis resté devant le lavabo, les mains posées sur la porcelaine froide, fixant le robinet. Je n'ai pas pleuré. Je veux être précis là-dessus, car c'est important. Ce n'était pas des pleurs au sens plein du terme. C'était quelque chose de plus contenu et de plus dur que ça. Une pression accumulée qui a trouvé une minuscule fissure et s'en est échappée pendant une brève minute. Sans son, sans témoin, avec le tube fluorescent au plafond bourdonnant au-dessus de ma tête avec cette fréquence basse et constante que l'on cesse d'entendre dès qu'on s'y habitue. J'ai ouvert le robinet, je me suis aspergé le visage d'eau froide, je me suis séché avec une serviette en papier du distributeur, je me suis regardé dans le miroir pendant 3 ou 4 secondes avec l'expression de quelqu'un qui vérifie que l'extérieur est toujours présentable. Même si l'intérieur fait quelque chose de complètement différent. J'ai quitté les toilettes et je suis retourné à mon bureau. Ce qui était difficile, ce n'était pas la trahison dans sa dimension abstraite. C'était quelque chose de bien plus concret et d'infiniment plus difficile à gérer. L'examen involontaire et constant des années précédentes avec un nouveau cadre de référence. Chaque souvenir qui refaisait surface sans permission au cours de ces journées arrivait transformé. Un dîner de Noël il y a 2 ans où Rebecca s'était montrée particulièrement enjouée, ce que j'avais attribué à une bonne saison au sein de son cabinet. Un dimanche de printemps où elle était rentrée tard d'une course avec une vitalité légèrement excessive que je n'avais pas enregistrée comme une donnée à ce moment-là. De petits fragments de temps ordinaire qui avaient désormais une explication différente, plus précise et plus douloureuse, et qui se présentaient sans aucun ordre chronologique, à toute heure du jour, au milieu de n'importe quelle tâche. C'est ce que je n'avais pas calculé lorsque j'avais décidé d'engager Valentin. Que connaître la vérité ne modifie pas seulement le présent, mais réécrit le passé de manière rétroactive et irréversible. Ce fut Primitivo Andrés qui le remarqua en premier. Primitivo Andrés Mazia avait 57 ans et travaillait à la délégation depuis 2 ans de plus que moi. Nous avions partagé un bureau pendant près d'une décennie dans les années 90, lorsque nous étions tous les deux des techniciens de niveau intermédiaire et que le bâtiment abritait encore ses machines à écrire électriques qui bourdonnaient toute la journée. Et un système informatique qui prenait 4 minutes pour ouvrir un fichier. Après les réorganisations du personnel, nous nous sommes retrouvés à des étages différents. Mais l'habitude de prendre notre café de 11 heures ensemble, lorsque les horaires le permettaient, avait été maintenue pendant des années comme l'une de ces habitudes si établies qu'elle ne nécessitait plus aucun accord explicite. Primitivo avait traversé une séparation difficile il y a 8 ans, une procédure de 2 ans, une fille adolescente au milieu, un appartement qu'il avait dû vendre, et une période de plusieurs mois où il venait au travail avec cette opacité spécifique que produit l'épuisement émotionnel soutenu. J'avais été proche de lui à l'époque, sans poser trop de questions, ce qui était notre façon à tous les deux de gérer les choses difficiles. La présence sans l'interrogatoire, la compagnie sans exiger d'explication. Le mardi de cette semaine-là, dans le bar d'en face où nous prenions notre café de 11 heures, Primitivo a soigneusement posé sa tasse sur la soucoupe et m'a regardé avec une expression directe mais sans pression. « Tu as quelque chose en tête depuis quelques jours » a-t-il dit. Ce n'est pas une question, c'est une observation. Je n'ai pas répondu immédiatement. « Tu n'as rien à me dire » a-t-il ajouté avant que je ne puisse trouver les mots. « Je veux juste que tu saches que je suis là si jamais tu as besoin de parler de quoi que ce soit. » Ce fut tout. Il n'a pas insisté. Il n'a pas développé. Il a commandé un autre café au serveur et a changé de sujet pour parler d'une question de procédure interne que nous avions en attente à la délégation depuis des semaines. Et pendant les 20 minutes suivantes, nous en avons parlé en toute normalité. Mais ce que Primitivo a fait à ce moment-là avec ces 2 brèves phrases, c'est de m'offrir quelque chose dont je ne savais pas que j'avais si urgemment besoin. La possibilité de ne pas être complètement seul là-dedans, sans avoir à expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit pour le moment. Ce n'était pas le moment de parler. Il manquait encore trop de pièces et il y avait trop de décisions à prendre avant qu'ouvrir la bouche à une personne de confiance n'ait un quelconque sens pratique. Mais savoir que cette porte existait et que je n'aurais pas à la forcer le moment venu a eu un effet stabilisateur que j'ai silencieusement apprécié pendant plusieurs jours. Le même après-midi, Valentin a appelé sur mon téléphone portable avec une brièveté que je reconnaissais déjà comme son style habituel. « J'étends encore la période » a-t-il dit. Il y a plus que ce que je pensais initialement. J'ai besoin de quelques jours de plus pour avoir quelque chose de concret à vous montrer. Prenez-les, ai-je répondu. Il y a eu une pause infime à l'autre bout. Ce que je trouve modifie pas mal la dimension de ce que vous avez déjà, a-t-il ajouté.
Juste ça, pas plus de détails. J'ai raccroché et j'ai glissé le téléphone dans la poche intérieure de ma veste. J'ai continué à marcher vers le parking d'un pas régulier, au même rythme que d'habitude, mon manteau boutonné contre le froid d'octobre qui était particulièrement mordant cet après-midi-là. Ce que Valentin venait de me dire en 12 mots, c'était que la première couche n'était le fond de rien. Ce n'était que la surface de quelque chose qui n'avait toujours pas de dimension connue, et que la prochaine livraison allait être pire. Pendant que Valentin élargissait son travail sur le terrain, je menais le mien. L'idée m'est venue un mercredi matin, pendant le trajet en voiture de la maison à la délégation, dans cet intervalle de silence qui vient du fait de conduire sur un itinéraire familier sans nécessité de concentration active. Ce n'était pas une pensée soudaine. C'était la conclusion logique d'un processus qui avançait sous la surface consciente depuis des jours. Si quelqu'un détournait son attention, son temps et sa loyauté ailleurs, il était raisonnable de se demander si ce détournement se limitait uniquement à ces choses. En 31 ans de carrière, j'avais audité des entreprises familiales, des sociétés à responsabilité limitée gérées avec peu de transparence, des actifs personnels liés à des activités commerciales opaques. Ce qui distingue une comptabilité honnête d'une comptabilité manipulée n'est pas toujours l'ampleur de la fraude. C'est la structure. Les mouvements irréguliers ont une logique interne qui les trahit quand on sait exactement où chercher. Des opérations de faible valeur et de haute fréquence conçues pour ne pas dépasser les seuils d'attention, des transferts vers des comptes auxiliaires avec des justifications vagues. Des dépenses classées sous des rubriques génériques qui absorbent des montants ne correspondant pas à leur catégorie réelle. Cet après-midi-là, quand Rebecca est sortie faire une course qui, selon elle, prendrait environ 40 minutes, j'ai allumé l'ordinateur dans le bureau de la maison avec l'accès à nos comptes bancaires conjoints. Nous en avions 3. Le compte courant principal où nous déposions tous deux nos salaires et à partir duquel les dépenses fixes du ménage étaient payées. Un compte d'épargne ouvert au début de notre mariage, réservé aux grands imprévus. Et un troisième compte, plus petit, que Rebecca gérait de manière indépendante pour les dépenses courantes liées à son cabinet. J'ai exporté les mouvements des 24 derniers mois des 3 comptes sous format de tableau et je les ai organisés dans le même tableur que j'utilisais à la délégation pour l'analyse des dossiers. La structure tabulaire permet de trier les données par date, montant et bénéficiaire simultanément. Et cette vue croisée est ce qui transforme le bruit de la comptabilité quotidienne en quelque chose de parfaitement lisible pour quelqu'un qui a passé des décennies à entraîner cet œil. Il m'a fallu 42 minutes pour avoir la première carte. Ce que j'ai trouvé n'était spectaculaire dans aucun de ces éléments individuels. C'est précisément ce qui la rendait techniquement compétente et en même temps sans équivoque pour quelqu'un ayant ma formation. Sur le compte d'épargne, un total de 19 virements vers un compte dont je ne reconnaissais pas l'IBAN avait été effectué au cours des 22 derniers mois. Les montants variaient de 3 cents à 850 €, ne dépassant jamais 900 €, qui est le seuil informel au-delà duquel certains mouvements commencent à nécessiter une justification plus explicite dans un contexte domestique. Le total cumulé de ces 19 opérations s'élevait à 9 740 €. Pris isolément, chaque virement avait des dizaines d'explications possibles. Un paiement fractionné à un fournisseur, un achat plus important divisé en parties, un prêt informel. Mais le schéma temporel était ce qui parlait plus clairement que n'importe quel montant isolé. Les 19 virements étaient répartis avec une régularité extraordinaire. Environ un toutes les 5 ou 6 semaines, ne coïncidant jamais avec les mois où les dépenses extraordinaires du ménage étaient plus élevées. Ce n'était pas le comportement d'un paiement fonctionnel. C'était le comportement d'une contribution périodique à quelque chose qui nécessitait une alimentation constante et discrète. J'ai vérifié l'IBAN via l'accès professionnel disponible à la délégation. Il s'agissait d'un compte personnel au nom de Rebecca Serve dans une banque complètement différente de celle que nous utilisions habituellement. Un compte dont j'ignorais totalement l'existence. J'ai fixé ces données pendant un temps considérable. Un compte personnel de Rebecca dans une autre banque, alimenté périodiquement depuis près de 2 ans avec des montants conçus pour ne pas attirer l'attention, toujours tirés du fonds d'épargne commun qui, en théorie, nécessitait une décision conjointe pour des mouvements d'une certaine ampleur. Le mécanisme était simple et efficace, de petits retraits réguliers qui étaient individuellement invisibles et qui construisaient collectivement un fonds parallèle de croissance silencieuse. C'était exactement la structure que j'avais identifiée dans au moins 3 audits d'entreprises familiales au cours de ma carrière. Le type d'opération qu'un des associés utilise pour créer une réserve personnelle sans que l'autre ne la détecte, avec la patience de celui qui sait que la clé ne réside pas dans le montant unitaire, mais dans la constance de l'ensemble soutenu dans le temps.
J'ai élargi l'analyse aux dépenses classées dans les catégories génériques sur le compte courant principal. J'ai trouvé des frais récurrents provenant d'une entreprise dont je ne reconnaissais pas les services. 6 prélèvements répartis sur 18 mois, tous compris entre 120 et 210 €, enregistrés sur le relevé sous la description de services divers. J'ai saisi le numéro d'identification fiscale dans le registre du commerce et il m'a fallu moins de 2 minutes pour trouver ce que je soupçonnais déjà. Il s'agissait d'une entreprise individuelle dont l'activité déclarée était le conseil en images et communication, créée il y a 18 mois, avec une adresse fiscale dans un bureau de services partagé à Valence, sans aucune activité vérifiable au-delà de l'enregistrement. Aucune présence dans les bases de données de fournisseurs connus. Le total cumulé entre les virements vers le compte non déclaré et les frais facturés à cette société fantôme atteignait 11 490 € sur 22 mois. 11 490 € méthodiquement soustraits d'un patrimoine construit conjointement sur près de 3 décennies. J'ai fermé l'ordinateur quand j'ai entendu les clés dans la serrure. J'ai enregistré le fichier sous un nom technique reconnaissable sur le disque dur et j'ai laissé l'écran allumé sur la page d'accueil de ma messagerie institutionnelle, ce que n'importe qui se serait attendu à voir s'il avait regardé à l'improviste. Rebecca est entrée avec un sac de courses et m'a demandé depuis le couloir si je voulais dîner bientôt. Quand tu veux, ai-je répondu de ma voix habituelle. Je suis resté immobile devant l'écran éteint pendant encore quelques secondes avant de me lever. Ce que j'avais trouvé cet après-midi-là ne produisait pas la même secousse que le dossier de Valentin. C'était un impact différent, plus froid et plus technique, mais d'une certaine manière plus définitif que tous les précédents. Car si l'infidélité pouvait encore appartenir, dans un coin de l'esprit, au territoire de l'émotionnel et de l'imprévisible, ceci relevait d'une toute autre catégorie. C'était de la planification, une prévoyance méticuleuse, quelqu'un qui construisait silencieusement une sortie depuis près de 2 ans, tout en continuant à s'asseoir en face de moi chaque soir, à la même vieille table. Et cela changeait la nature de tout ce qui allait suivre, y compris les décisions que je n'avais pas encore prises, mais qui, à partir de ce mercredi, étaient inévitables. Le rapport final de Valentin est arrivé un jeudi après-midi, dans l'enveloppe scellée dont nous avions convenu, avec le nom de dossier fictif écrit dans le coin supérieur gauche au simple stylo à billes bleues. L'assistante administrative qui distribuait le courrier interne l'a laissé sur mon bureau en même temps que 3 notifications de procédure, sans aucun commentaire, car pour elle, ce n'était qu'un document de travail parmi des dizaines de documents de travail qui passaient par cette délégation chaque semaine. Je l'ai mis dans le tiroir du bas de mon bureau, pour ne l'ouvrir que lorsque le couloir s'est vidé à 18h15, et que je me suis retrouvé seul dans le bureau, avec la lampe de bureau allumée et le bâtiment dans ce silence progressif qui s'installe à la fin de la journée de travail. Quand les derniers collègues partent. Je l'ai alors ouvert. Valentin avait divisé le contenu en 3 sections séparées par des pages de couleurs différentes. La première, sur papier blanc, était la suite du journal des rencontres que je connaissais déjà, maintenant prolongées dans le temps. La deuxième, sur papier gris, contenait des documents d'une nature différente, registres, requêtes notariales, mouvements formels. La troisième, sur papier jaune, était un résumé de 2 pages contenant les conclusions globales. J'ai lu la première section avec la même méthodologie que d'habitude, sans sauter de passage, sans chercher la fin avant d'avoir traité le début. Ce que j'ai trouvé prolongeait la période de la relation documentée de 7 mois à un total de 34 mois. 2 ans et 10 mois de rencontres régulières, avec des variations de fréquence selon les circonstances de chaque période, mais sans aucune interruption vérifiable de plus de 3 semaines consécutives. 34 mois. En lisant ce chiffre, j'ai fait le calcul que n'importe qui dans ma situation aurait fait involontairement. Il y a 34 mois, c'était en décembre, il y a presque 3 ans. Un mois de décembre dont je me souvenais avec une précision qui était désormais complètement ironique, car je m'en souvenais comme d'une période particulièrement calme. Nous avions passé Noël chez ma belle-sœur en Paro. Rodrigo était venu de Valence avec un ami qu'il nous avait présenté pour la première fois. Rebecca avait cuisiné le dessert aux amandes qu'elle préparait depuis des années pour ces occasions et que tout le monde appréciait particulièrement. Un tableau familial tout à fait ordinaire, avec la table dressée, une conversation agréable, et ce genre de calme domestique que l'on prend pour de la stabilité parce qu'il n'y a aucune raison visible de chercher une autre explication. À un moment donné de ce même mois de décembre, selon la documentation de Valentin, Rebecca et Oscar Ferré avaient repris ou commencé une relation qui n'allait pas être interrompue à partir de ce moment-là. Je suis passé à la deuxième section, celle sur papier gris. Ce qu'elle contenait était d'une nature différente et produisait un effet différent.
Il ne s'agissait pas de documentation de rencontres personnelles, mais de mouvements formels. Valentin avait découvert, grâce à des requêtes dans les registres publics accessibles, qu'il y a 6 mois, Rebecca avait demandé des informations notariales concernant les conditions de dissolution du régime de la communauté de biens en cas de séparation conjugale. La demande avait été faite par l'intermédiaire d'un notaire situé dans une municipalité différente de la nôtre, ce que Valentin a interprété, pour des motifs raisonnables, comme une précaution délibérée pour éviter que la démarche ne soit visible dans notre environnement habituel. En plus de cela, Oscar Ferré avait créé une nouvelle société à responsabilité limitée il y a 4 mois, dont l'objet social était la gestion d'actifs et la location immobilière. La société comptait 2 associés fondateurs, lui-même avec une participation de 60%, et une personne identifiée par un nom que je n'ai pas reconnu immédiatement. Valentin avait ajouté une note dans la marge, à la main, avec un cercle rouge. Ce nom correspondait à la sœur d'Oscar Ferré. Une formule courante pour intégrer un membre direct de la famille en tant qu'associé nominal tout en conservant la véritable propriété avec le décideur. L'objet de cette société et sa structure de capital avaient une cohérence qu'il était difficile d'attribuer au hasard lorsqu'on les plaçait à côté du reste de la documentation disponible. C'était le type de véhicule juridique que l'on met en place lorsqu'on planifie la gestion d'un patrimoine que l'on ne possède pas encore, mais que l'on s'attend à posséder dans un délai défini. J'ai fermé la 2e section et laissé la feuille grise sur la table. Je n'ai pas ouvert la 3e immédiatement. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai fixé le mur du fond du bureau pendant un moment. Je n'ai pas mesuré avec précision, mais cela a duré assez longtemps pour que le chauffage central du bâtiment s'éteigne avec le clic habituel de 19h30, et pour que l'air du bureau se rafraîchisse progressivement. Il y avait une pensée que je n'avais pas réussi à formuler clairement jusqu'à ce moment-là. Et cette nuit-là, seule dans ce bureau avec la lampe comme unique source de lumière, elle s'est enfin articulée avec une précision qui ne permettait aucune dérobade. Ce n'était pas seulement que Rebecca entretenait une relation parallèle depuis près de 3 ans. C'était qu'à un moment donné de ces 3 années, elle avait pris la décision consciente de construire une sortie planifiée. Et cette planification incluait les actifs que nous avions construits ensemble sur près de 3 décennies comme l'un de ces éléments disponibles. 27 ans de travail conjoint, d'hypothèques payées, de décisions économiques prises en commun avec la logique de quelqu'un qui construit sur le long terme, réduit à une variable au sein d'un plan de transition qui ne m'incluait dans aucun rôle actif, si ce n'est comme source de ressources. Je ne suis pas rentré directement à la maison cette nuit-là. Je me suis garé dans une rue latérale à quelques pâtés de maison du bâtiment et je suis resté dans la voiture, moteur éteint, le froid s'infiltrant lentement par les vitres. La ville continuait de fonctionner avec une totale indifférence à l'extérieur. Des bruits de pas sur le trottoir, un bus qui passait avec ses fenêtres éclairées, le son lointain d'une conversation entre 2 personnes qui ont tourné le coin et disparu. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je me suis autorisé à me poser la question que j'évitais délibérément depuis des semaines. Si des décennies entières d'efforts soutenus, de sacrifices accumulés, d'une loyauté que je n'avais jamais remise en question un seul instant, pouvaient finir par n'être que le substrat économique du projet de vie de quelqu'un d'autre. Alors que signifiait exactement ce que j'avais construit ? Je n'ai pas trouvé de réponse cette nuit-là. Je ne l'ai pas cherché avec trop d'insistance car je sentais que ce n'était pas le bon moment pour ce genre de questions. Mais je l'ai formulé. Je l'ai retenu pendant plusieurs minutes sans détourner le regard. Et puis je l'ai rangé au même endroit où je gardais tout ce qui n'était pas encore prêt à être résolu. Je suis rentré tard. Rebecca lisait sur le canapé, les jambes repliées sous elle, exactement comme elle le faisait depuis les premières années de notre mariage. Elle a demandé si j'avais dîné. Je lui ai dit que oui, que j'avais grignoté quelque chose à la délégation avec un collègue avant de partir. Elle a hoché la tête et a repris son livre. Le lendemain à 11h, Primitivo a posé sa tasse sur la soucoupe au bar avec le même geste délibéré que d'habitude et a parlé sans préambule. « Je ne sais pas ce que tu portes, a-t-il dit, mais je te vois depuis des jours avec cette sorte d'immobilité qui n'est pas de la tranquillité. Je reconnais cette immobilité parce que je l'ai vécue. » Je n'ai pas répondu. « Je te dis juste une chose, a-t-il continué à voix basse et sans insistance inutile. Quand j'étais là où tu es, la pire chose que j'ai faite a été d'être paralysé trop longtemps, en me demandant si ça en valait la peine. Bien sûr que ça en vaut la peine. La bonne question est, comment pourrait-il en être autrement ? Il a pris son café, a changé de sujet, mais ces 2 phrases ont fait ce qu'aucun de mes propres raisonnements n'avait réussi à faire depuis des jours. Elles ont coupé le fil de la pensée circulaire qui m'avait maintenu dans cette voiture,
moteur éteint, la nuit précédente, et ont ramené l'attention sur la seule chose qui importait vraiment à ce moment-là. Ce n'était pas le moment des questions existentielles. C'était le moment de finir de construire ce que j'avais commencé. Cet après-midi-là, de retour au bureau, j'ai ouvert la 3e section du rapport de Valentin, la feuille jaune, le résumé de 2 pages avec les conclusions globales. Ce que j'ai trouvé dans la dernière ligne du document était une brève note que Valentin avait apparemment ajoutée comme donnée secondaire, presque marginale, mais qui, en réalité, changeait rétroactivement le sens de tout le reste. Et cette note concernait Rodrigo. La note de Valentin à la dernière ligne du rapport était techniquement brève, comme tout ce qu'il écrivait. Il avait localisé, grâce à un registre de communications indirectes, qu'il ne détaillait pas dans le document mais dont il m'informerait en personne si je le jugeais nécessaire. Que Rodrigo Tejada avait eu au moins 2 conversations téléphoniques avec Oscar Ferré au cours des 4 mois précédant la fête d'anniversaire. Ce n'étaient pas des appels occasionnels entre des étrangers échangeant leur numéro par courtoisie sociale. C'étaient des contacts initiés depuis le numéro de Rodrigo vers celui d'Oscar, les après-midi en semaine, avec des durées allant de 8 à 17 minutes. Mon fils connaissait Oscar Ferré avec suffisamment de familiarité pour l'avoir enregistré dans son téléphone et pour l'appeler directement. J'ai enregistré le rapport complet dans le même fichier crypté sur l'ordinateur du bureau. J'ai éteint la lampe de bureau et j'ai quitté le bâtiment par la porte latérale qui menait à la ruelle de derrière, celle que j'utilisais habituellement quand je voulais rejoindre le parking sans traverser l'entrée principale. L'air de la nuit avait cette densité spécifique de la fin de l'automne qui semble différente à Castellon que dans d'autres villes, plus salée et plus directe, comme si la mer, qu'on ne peut pas voir du centre-ville, envoyait toujours sa présence à travers la température. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence sans allumer la radio, ce que je ne me souvenais pas avoir fait depuis des années, car je préférais généralement l'accompagnement sonore de n'importe quelle station au silence de la voiture. Cette nuit-là, le silence était la seule chose qui avait du sens. Le moment était venu de passer de la phase de documentation à la phase d'action, et cela signifiait que les semaines suivantes allaient exiger un niveau de précision et de contrôle qui n'admettrait aucune marge d'erreur. Non pas parce que la situation était techniquement compliquée. Mes 31 ans de carrière m'avaient donné une connaissance suffisamment solide des procédures juridiques liées à la dissolution des actifs pour comprendre exactement ce qui était possible, ce qui était légitime, et ce qui était irréversible une fois exécuté. Ce qui n'admettrait aucune marge d'erreur, c'était la nécessité que tout cela se passe sans que Rebecca ne le détecte avant que le tout ne soit complètement prêt. J'ai appelé Consuelo Alberola le lendemain. Consuelo avait 55 ans et exerçait en tant qu'avocate spécialisée dans le droit de la famille et du patrimoine depuis plus de 2 décennies, dans un cabinet de 3 associés qui fonctionnait dans le même immeuble de bureau depuis 15 ans. Je la connaissais d'une affaire complètement différente, des années auparavant, lorsque j'avais eu besoin de conseils juridiques pour régulariser la propriété d'un local commercial hérité de mon père. C'était une professionnelle dotée d'un jugement sûr, d'une discrétion absolue, et avec une façon de présenter les options disponibles qui n'incluait jamais de drames inutiles ni de simplifications susceptibles de créer de fausses attentes. La réunion a eu lieu dans son bureau un lundi à 17 h, en dehors de mes heures habituelles à la délégation, avec suffisamment de temps pour m'y rendre depuis le travail sans me presser. J'ai présenté la situation avec la même économie de langage que j'utilisais lors de mes réunions professionnelles, les faits pertinents, la documentation disponible, les dimensions économiques identifiées et l'objectif spécifique que je cherchais à atteindre. Consuelo a écouté sans m'interrompre. Elle prenait des notes dans un cahier à couverture rigide d'une écriture petite et soignée. Quand j'ai eu terminé, elle a pris plusieurs secondes avant de répondre. C'était une habitude chez elle dont je me souvenais de la dernière fois, et qui produisait toujours la même impression, celle de quelqu'un qui traite l'information avec assez de rigueur pour ne pas répondre tant qu'elle n'a pas fini de le faire. La première chose que nous allons faire, a-t-elle dit, est d'établir précisément quels biens appartiennent exclusivement à la communauté, lesquels sont des biens propres, et lesquels ont une propriété qui pourrait faire l'objet d'un litige dans une procédure de séparation. Elle a fait une pause. Une fois que nous aurons cette carte complète, nous verrons quels mouvements sont possibles dans le cadre juridique pour protéger votre position avant d'entamer toute procédure officielle. Je lui ai remis une copie de l'analyse comptable que j'avais préparée moi-même. Elle l'a examinée pendant plusieurs minutes avec une attention visible. C'est très bien documenté, a-t-elle dit sans aucun commentaire supplémentaire sur la nature du travail. Cela faisait aussi partie de sa façon d'opérer. Elle ne gaspillait pas d'énergie dans des évaluations qui n'ajoutaient rien aux problèmes spécifiques. Au cours des 3 semaines suivantes, Consuelo et moi avons travaillé lors de séances régulières l'après-midi,
que je justifiais à la maison comme des réunions pour clôturer des dossiers avec des échéances proches. Une explication tout à fait plausible dans un métier comme le mien, où les échéances fiscales imposent leur propre logique de calendrier. Nous avons réorganisé la structure de propriété des biens privés qui m'appartenaient par héritage direct. Nous avons mis à jour la documentation de plusieurs actifs dont la propriété était restée imprécise par simple inertie administrative pendant des années. Et Consuelo a entamé les démarches préliminaires nécessaires pour que le dossier soit prêt le moment venu de l'activer. Tout cela se déroulait en parallèle d'une vie domestique tout à fait normale. Les dîners habituels, les conversations d'après-dîner sur des choses banales, les week-ends avec la même routine de toujours. C'était un exercice de dissociation qui ne m'était pas étranger, car il comporte une composante technique qui ressemble, d'une certaine manière, au travail sur le terrain d'un audit en cours. Maintenir un comportement externe stable tout en construisant intérieurement une structure différente avec chaque nouvelle donnée qui arrive. Mais il y a eu un mercredi après-midi, environ 10 jours avant que la phase de préparation ne soit complètement terminée, où l'équilibre a failli se rompre. Je suis rentré chez moi plus tôt que d'habitude car une réunion avait été annulée en début d'après-midi. Je suis entré sans faire de bruit particulier, j'ai laissé mon manteau sur le porte-manteau dans le couloir, et je suis allé directement au bureau pour récupérer un document que je devais examiner ce soir-là. Sur le bureau, à côté du clavier de l'ordinateur, se trouvait un dossier en carton beige que je me souvenais très bien avoir mis dans le tiroir du bas avant de partir le matin. Je suis resté immobile pendant 2 ou 3 secondes. C'était un dossier contenant des documents bancaires. Non pas celui qui contenait l'analyse sensible, mais un plus ancien avec des relevés de l'année précédente que j'avais examiné la semaine d'avant. Rien de particulièrement révélateur dans son contenu individuel, mais suffisamment déplacé pour causer un problème si quelqu'un l'avait ouvert et lu attentivement. Rebecca est entrée dans le bureau 30 secondes plus tard avec une tasse dans chaque main. « Je t'ai fait un café », a-t-elle dit. J'ai entendu la porte. Je l'ai regardée avec l'expression la plus neutre dont je disposais. « Merci. » Elle a posé la tasse sur le coin libre du bureau et a pointé le dossier d'un geste désinvolte. Il était par terre à côté de la chaise. Il a dû tomber. Je l'ai mis au-dessus pour qu'il ne se salisse pas. Je l'ai pris sans changer le rythme du moindre de mes mouvements. Très bien, merci. Elle est restée un moment dans l'encadrement de la porte avec sa propre tasse entre les mains, regardant le bureau avec cette expression vague de quelqu'un qui se trouve dans un endroit sans raison précise d'y être. Puis elle est repartie vers le salon sans rien ajouter d'autre. Je me suis assis et j'ai ouvert le dossier. Le contenu était exactement dans le même ordre que je l'avais laissé. Il n'y avait aucun signe visible que quelqu'un l'ait examiné attentivement. Il était impossible de savoir avec certitude si l'explication était celle que Rebecca avait donnée ou s'il y avait eu une sorte de vérification que je ne pouvais pas détecter à l'œil nu. Ce qui était vérifiable, c'est que mon comportement extérieur pendant ces 30 secondes avait été correct. Il n'y avait eu aucune variation dans ma voix, aucun geste qui ne correspondait pas à la situation décrite. Ce n'était pas un mérite particulier. C'était le résultat cumulé de décennies de travail dans des environnements où le sang-froid professionnel est une exigence fonctionnelle et non un choix circonstanciel. Cette même semaine, un vendredi soir, le téléphone a sonné pendant que Rebecca était dans la cuisine. C'était Rodrigo qui appelait avec la légèreté habituelle de ses appels hebdomadaires. Nous avons parlé de son travail, d'un voyage qu'il prévoyait en janvier avec des amis, de choses sans importance spécifique. À la fin de la conversation, sans aucun changement de ton pour l'annoncer, il a dit « Au fait, comment s'est passé ton anniversaire ?» Maman m'a dit que ça s'était bien passé. « C'était bien », ai-je répondu. « Oscar est un type sympa, n'est-ce pas ?» Il a dit cela avec le plus grand naturel, comme quelqu'un qui mentionne une personne qui fait partie du paysage habituel depuis longtemps. Elle le connaît depuis des années. Je suis content qu'il ait pu venir dire bonjour. J'ai répondu par un monosyllabe neutre et j'ai changé de sujet pour parler du voyage de janvier. J'ai raccroché 3 minutes plus tard. Je suis resté assis là, le téléphone à la main, pendant un moment. La chose spécifique n'était pas que Rodrigo ait mentionné Oscar Ferré avec un tel naturel. La chose spécifique était la phrase exacte qu'il avait utilisée. Elle le connaît depuis des années. Pas depuis toujours. Pas depuis quand nous étions jeunes. Pas d'avant que je sois là. Depuis des années, un temps présent et récent, involontairement calibré avec la précision de quelqu'un qui a une référence temporelle concrète qu'il n'a pas réussi à dissimuler. Mon fils ne savait pas seulement qui était Oscar Ferré.
Il savait à quelle fréquence il faisait partie de la vie de sa mère, et il avait consciemment décidé que c'était une information que son père n'avait pas besoin d'avoir. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai fait le point sur ce qu'il restait à régler. 4 jours de travail supplémentaires avec Consuelo pour terminer les dernières procédures de réorganisation du patrimoine. La vérification finale de l'ensemble des documents de preuve, et la date précise de la procédure formelle. Le piège s'était construit en silence pendant des semaines. Il était sur le point de se refermer. Les démarches finales avec Consuelo Alberola ont été achevées un mardi de novembre avec une précision qu'elle-même a qualifiée d'inhabituelle dans ce genre de processus. Normalement, m'a-t-elle expliqué alors que nous signions les derniers documents dans son bureau, les procédures préalables de réorganisation des actifs étaient retardées par des imprévus administratifs, des titres de propriété mal documentés. Ou simplement par la difficulté de localiser les registres de biens acquis des décennies plus tôt. Dans ce cas, il n'y avait eu aucun de ces problèmes. Elle a attribué cette fluidité à la qualité de la documentation que j'avais fournie dès le début. Je n'ai pas précisé que 31 ans passés à auditer les actifs des autres vous apprennent à garder les vôtres dans un ordre qui, sur le moment, semble excessif, et qui, dans des circonstances comme celle-ci, s'avère être exactement ce qui est nécessaire. Ce même après-midi, en quittant le bureau de Consuelo, j'ai appelé Valentin. J'avais besoin de confirmer un dernier point avant de clore la phase de préparation, savoir s'il y avait un élément supplémentaire dans le dossier dont je n'étais pas encore au courant et qui pourrait altérer le déroulement de la procédure officielle une fois celle-ci lancée. C'était une précaution professionnelle. Lors d'un audit, ouvrir un dossier devant les autorités supérieures avec des informations incomplètes est pire que d'attendre. Le moment de la confrontation ne peut être annulé une fois exécuté. Valentin m'a dit qu'il avait quelque chose qu'il préférait me dire en personne. Nous nous sommes rencontrés le lendemain, mercredi, à 18h. Cette fois, il a choisi un bar différent de d'habitude, plus éloigné du centre, dans un quartier calme où il y avait peu de circulation à cette heure-là. Je l'ai trouvé assis au fond, 2 cafés déjà servis sur la table, ce qui signifiait qu'il était arrivé assez tôt pour les commander à l'avance. Ce détail m'a dit, avant même que je ne m'asseye, que ce qu'il s'apprêtait à me dire nécessitait que la conversation commence sans préambule. J'ai posé mon manteau sur le dossier de la chaise et je me suis assis en face de lui. Ce que j'ai trouvé, a-t-il commencé avec la même neutralité que toujours, modifie considérablement la chronologie. Il a posé une feuille de papier pliée sur la table. La relation entre votre femme et Oscar Ferré n'a pas commencé il y a 34 mois. Je l'ai regardée sans la toucher encore. Elle a commencé il y a 4 ans et 3 mois. Le café devant moi fumait en une fine colonne droite que l'air immobile du bar ne perturbait pas. Je l'ai regardé une seconde avant de répondre. 4 ans et 3 mois, ai-je répété. Avec une interruption d'environ 4 mois au cours de la première année, probablement due à une crise entre eux, et une reprise ultérieure sans interruption vérifiable depuis lors. Il a pointé la feuille du doigt. Tout est là. Je l'ai déplié. C'était une chronologie dessinée à la main avec des dates et de brèves notes. Le point de départ correspondait à un mois précis, il y a 4 ans et 3 mois. Un mois qu'il ne m'a pas fallu plus de 3 secondes pour situer dans ma mémoire avec une précision involontaire et immédiate. C'était le mois où j'avais reçu une reconnaissance officielle à la délégation pour la résolution d'un cas complexe de grande envergure qui avait nécessité plusieurs mois de travail intensif. J'étais rentré à la maison ce jour-là avec une bouteille de vin que Rebecca avait ouverte au dîner, tout en disant qu'elle était fière de moi. 4 ans et 3 mois. Y a-t-il autre chose, ai-je dit. Valentin a mis la feuille de côté et m'a regardé. Rodrigo est au courant depuis au moins 18 mois. Cette fois, sa voix n'a pas varié du tout, mais la phrase est tombée sur la table avec un poids différent de toutes les données précédentes. Non pas déduit, mais documenté. Il y a la trace d'une conversation entre Rodrigo et sa mère, obtenue indirectement, dans laquelle elle lui a confirmé la situation avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'interprétation. 18 mois. Mon fils savait depuis 18 mois que sa mère entretenait une relation parallèle avec un autre homme. 18 mois pendant lesquels il avait appelé au téléphone chaque semaine. Il était venu dîner pour des occasions spéciales. Il m'avait parlé de son travail, de ses projets et de choses tout à fait banales. 18 mois pendant lesquels il avait activement et systématiquement choisi que cette information ne me parvienne pas. Et 4 semaines auparavant, il avait aidé à organiser une fête d'anniversaire où Oscar Ferré était présent, et il s'était tenu à côté d'eux deux, les bras croisés et avec un sourire complètement ouvert alors que je franchissais la porte.
J'ai soigneusement plié la feuille et je l'ai mise dans la poche intérieure de ma veste. J'ai payé les 2 cafés sans que Valentin ne le demande. C'était la moindre des choses. Je suis sorti dans la rue avec le même sang-froid que d'habitude. J'ai marché jusqu'à la voiture, j'ai ouvert la portière, je suis monté et je l'ai fermée. Le froid de novembre avait définitivement remplacé celui d'octobre, plus sec et plus vif, sans l'humidité relative qui adoucit les mois précédents. Ce qui s'est passé alors n'était aucune des choses qui se seraient passées si cela s'était produit des semaines plus tôt, quand tout était trop récent pour être supporté avec distance. Ce n'était pas de la colère, qui est l'émotion que produit la trahison quand on croit encore qu'elle pourrait être inversée. C'était quelque chose de plus définitif et de plus silencieux. La compréhension physique et totale que les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance depuis des décennies avaient pris des décisions conscientes et répétées qui m'excluaient de leur considération, d'une manière qui ne permettait pas de réinterprétation bienveillante. Je n'ai fait aucune tentative pour la contenir. Cette fois-là, je suis resté assis dans la voiture pendant une durée que je n'ai pas mesurée, les mains sur le volant, sans démarrer le moteur, et je lui ai laissé l'espace dont elle avait besoin sans lui demander de se dépêcher ou d'être réduite à quelque chose de plus gérable. C'était la 3e fois que le mécanisme cédait depuis que tout cela avait commencé, mais c'était différent des fois précédentes. Ce n'était pas la fissure brutale de ce lundi dans les toilettes de la délégation, ni la question existentielle de cette nuit-là sur le parking. C'était quelque chose de plus silencieux et de plus profond, comme lorsque l'eau d'une rivière, après des jours de pluie, ne déborde pas violemment, mais monte lentement et constamment jusqu'à recouvrir ce qui se trouvait au-dessus d'elle. J'ai pensé à Rodrigo à 13 ans, demandant à sa mère si son père dormait à la maison. Au Noël d'il y a 4 ans, avec la table dressée, le dessert aux amandes et la bouteille de vin ouverte, pendant que Rebecca disait qu'elle était fière. Aux appels hebdomadaires des 18 derniers mois, avec cette légèreté soutenue de quelqu'un qui parle depuis le confort d'une décision déjà prise et normalisée. Je me suis permis de ressentir tout cela sans l'écourter. Puis j'ai démarré le moteur. Le lendemain, à l'heure du café, Primitivo a mis sa tasse de côté et m'a regardé avec cette attention directe qui ne nécessitait aucune élaboration verbale. C'est fait, ai-je dit. Juste ça. Il a pris un moment pour répondre. Prêt pour la suite? J'ai hoché la tête. Alors il n'y a plus rien à penser. Sa voix était tout à fait ferme. Ce n'était pas un encouragement au sens conventionnel du terme, ni une simplification de ce qui s'était passé. C'était la reconnaissance précise de quelqu'un qui avait parcouru ce même terrain des années auparavant et qui savait qu'il y a un point exact dans le processus où l'analyse est terminée, et où la seule chose qui reste est d'exécuter ce qui a déjà été décidé. Quand je suis arrivé à ce point-là, a-t-il poursuivi, c'est là que j'ai arrêté de perdre du temps et que j'ai commencé à le récupérer. Il n'a rien ajouté d'autre, à commander un autre café et à parler du rapport de clôture trimestriel que nous devions tous les 2 soumettre cette semaine-là. Cet après-midi-là, depuis le bureau de la délégation, j'ai envoyé à Consuelo un bref message d'une seule ligne. J'étais prêt à fixer la date. Consuelo a répondu en moins de 20 minutes. Elle proposait le jeudi suivant pour la première réunion officielle avec toutes les parties présentes. Dans son bureau, à 17h. J'ai confirmé sans hésiter. Le piège qui se construisait en silence depuis des semaines, brique par brique, avec la même méthodologie patiente et structurée que j'avais consacrée à chaque dossier important de ma carrière, était complètement fermé. Chaque élément de preuve était documenté, vérifié et organisé dans le bon ordre. Chaque mouvement d'actif était consolidé dans le cadre légal avec suffisamment de solidité pour résister à toute contestation. Chaque donnée que Valentin avait recueillie était disponible dans le format approprié pour être présentée avec la clarté que le moment exigerait. Rebecca était toujours à la maison ce soir-là, lisant sur le canapé, les jambes repliées sous elle, ignorant que le jeudi suivant, tout cela se terminerait de la seule façon dont cela pouvait se terminer quand quelqu'un décide, pendant 4 ans et 3 mois. Que la confiance d'une autre personne est une ressource disponible pour ses propres fins. Et Rodrigo était à Valence, ignorant que je savais exactement ce qu'il savait depuis 18 mois et qu'il avait décidé de garder pour lui. Tous 2 allaient le découvrir très bientôt. Le jeudi est arrivé avec ce genre de clarté atmosphérique qu'a le mois de novembre certains jours. Un ciel complètement dégagé, un froid sec et une lumière basse qui allonge les ombres dès le petit matin. J'ai quitté la maison à 8h15 comme tous les jours, avec le même manteau et la même mallette. J'ai répondu au bonjour de Rebecca depuis la cuisine avec ma normalité habituelle et j'ai fermé la porte de l'appartement avec le même clic que tous les autres jours. Je ne savais pas que c'était le dernier matin ordinaire que nous allions partager.
Ou peut-être que je le savais. Je ne l'ai simplement pas nommé. La journée à la délégation s'est écoulée avec une lenteur particulière qui n'avait rien à voir avec la charge de travail du jour, mais avec cette qualité de temps spécifique qui s'installe quand on attend quelque chose qui ne peut plus être arrêté. J'ai examiné 3 dossiers, signé 2 rapports de clôture et répondu aux emails avec suffisamment de concentration pour que le résultat soit techniquement correct. À 16h15, j'ai pris le dossier que j'avais préparé la veille. J'ai décroché mon manteau du porte-manteau et j'ai dit à l'administrateur du couloir que j'avais un rendez-vous à l'extérieur et que je serais de retour le lendemain. Je suis arrivé au bureau de Consuelo avec 12 minutes d'avance. Elle était déjà dans la salle de réunion avec 2 bouteilles d'eau sur la table et un dossier fermé devant sa chaise. Elle m'a salué d'une brève poignée de main et m'a indiqué la chaise en face d'elle d'un geste, sans aucun commentaire supplémentaire sur ce qui allait se passer. Ce silence préparatoire était exactement ce dont j'avais besoin. Rebecca est arrivée à 17h03. Elle était venue seule, ce que Consuelo avait indiqué dans la communication formelle qui lui avait été envoyée 4 jours plus tôt, la convoquant à la réunion sous le motif d'un examen des documents en attente concernant les actifs conjoints. Une formulation suffisamment vague pour ne pas provoquer d'alarme prématurée, et suffisamment formelle pour qu'elle ne puisse pas l'ignorer. Elle portait le manteau gris qu'elle utilisait pour les affaires importantes, son sac en cuir marron habituel, et elle est entrée dans la pièce avec cette expression de légère prudence qui vient du fait de ne pas savoir exactement pourquoi on a été convoqué dans le bureau d'un avocat. Elle m'a vu assis de l'autre côté de la table. Son expression a changé presque imperceptiblement, une contraction minime autour de ses yeux qui a duré moins d'1 seconde avant que la normalité ne reprenne sa place. Elle s'est assise, a posé son sac sur la chaise à côté d'elle, et a regardé Consuelo avec une question implicite qu'elle n'a pas formulée à voix haute. Consuelo a ouvert le dossier. Madame Tejada, a-t-elle commencé avec le même calme professionnel que d'habitude. L'objet de cette réunion est de vous informer formellement de l'ouverture d'une procédure de séparation conjugale par votre mari, Monsieur Augusto Tejada Crespo, avec une demande de dissolution de la communauté de biens et de liquidation des actifs conjoints. Elle a fait glisser une copie du document vers le côté de Rebecca. Vous avez le droit de l'examiner avec votre propre conseiller juridique avant de signer quoi que ce soit. Ce qui vous est présenté aujourd'hui n'est que la notification formelle du début de la procédure. Rebecca n'a pas touché le document. Elle m'a regardé directement. De quoi parles-tu ? J'ai soutenu son regard sans que mon expression ne change. De ce que tu savais, depuis 4 ans et 3 mois, qui allait arriver un jour ou l'autre. Le silence qui a suivi a duré plusieurs secondes. Consuelo n'est pas intervenu. C'est une accusation sans fondement, a dit Rebecca. Sa voix était ferme, mais elle avait une pointe de tension que je connaissais mieux qu'elle. La même tension qui apparaissait quand quelque chose la prenait de court, sans la préparation qu'elle avait calculé avoir. J'ai ouvert un dossier que j'avais apporté et j'ai placé la première feuille du rapport de Valentin sur la table, avec les 16 dates en colonne. 16 rencontres documentées entre le 4 février et le 18 septembre de cette année. J'ai placé la deuxième feuille à côté de la première. 34 mois, prolongés lors de la deuxième phase de l'enquête. Et la troisième, 4 ans et 3 mois dans l'historique chronologique complet, avec une interruption de 4 mois au cours de la première année, vérifiée de manière indépendante. Rebecca a regardé les feuilles. Quelque chose dans sa posture a changé, progressivement mais visiblement, comme lorsqu'une structure qui supporte une charge depuis trop longtemps commence à céder à la base. Ça ne prouve rien, a-t-elle dit. Mais la fermeté d'avant n'était plus là dans la même proportion. Je n'ai pas terminé. J'ai sorti l'analyse comptable. 9 740 € transférés en 19 transactions vers un compte personnel à ton nom dans une banque que j'ignorais, plus 1 750 € de frais facturés à une entreprise sans activité réelle où tu es apparu comme cliente pendant 18 mois. Je l'ai laissé devant elle. 11 490 € au total, systématiquement et délibérément retirés des actifs conjoints sur près de 2 ans. Rebecca a détourné le regard des documents, ses yeux se dirigeant vers la fenêtre de la pièce, où la lumière basse de novembre projetait un rectangle de clarté froide sur le mur latéral. J'ai reconnu ce geste. C'était le même qu'elle faisait quand elle avait besoin de temps pour réorganiser ce qu'elle allait dire ensuite. Une habitude si ancienne que j'avais cessé de la remarquer il y a de nombreuses années. Augusto, a-t-elle commencé, de ce ton qu'elle réservait aux conversations intimes. Elle essayait de diriger la situation vers le territoire émotionnel, là où les chiffres et les documents perdent de leur autorité, et où les mots peuvent fonctionner différemment.
Y a-t-il autre chose, ai-je dit sans élever la voix. J'ai placé la dernière feuille sur la table, celle contenant la note sur la demande d'information notariale faite 6 mois plus tôt concernant les conditions de dissolution conjugale, avec le nom d'un notaire et la date exacte de l'action. Elle l'a regardé. Cette fois, elle n'a rien dit. Le silence qui a suivi avait une texture complètement différente de tous les précédents. C'était le silence de quelqu'un qui a calculé pendant des années les réponses possibles à un certain nombre de situations et qui découvre que la situation réelle a largement dépassé ce qu'il avait envisagé. J'ai tout, ai-je dit. Chaque rencontre, chaque virement, chaque mouvement formel. Il n'y a aucune version de cette conversation dans laquelle cette documentation cesse d'exister. Rebecca a pris un temps considérable avant de reprendre la parole. Quand elle l'a fait, sa voix avait perdu tous ses registres précédents et avait une simplicité directe qui aurait été difficile à entendre dans d'autres circonstances. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je sais, ai-je répondu. Et c'était vrai. Cela ne changeait rien aux décisions qu'elle avait prises pendant 4 ans et 3 mois. Mais c'était vrai. Consuelo est intervenu à ce moment-là avec une précision professionnelle pour expliquer les étapes de la procédure, les délais légaux, les droits des deux parties, et la recommandation que Rebecca contacte son propre avocat avant la prochaine réunion officielle. Rebecca a écouté la tête baissée et a signé l'accusé de réception de la notification sans autre commentaire. Elle est partie à 18h15. Je suis resté 10 minutes de plus avec Consuelo pour passer en revue les prochaines étapes de la procédure. Ensuite, je suis sorti sur le parking, j'ai mis le dossier dans le coffre et j'ai composé le numéro de Rodrigo. Il a répondu à la 3e sonnerie avec son ton habituel. « Salut, papa. Tout va bien ? J'ai besoin que tu saches quelque chose, ai-je dit sans préambule, sans modifier ma voix pour adoucir ce qui allait suivre. Cet après-midi, j'ai formellement entamé la procédure de séparation d'avec ta mère. Tu as tout à fait le droit de la soutenir dans ce dont elle a besoin. C'est ton affaire. » Il y a eu une pause. « Papa, je sais que tu sais ce qui se passe depuis 18 mois. » Il n'y avait pas de colère dans ces mots. C'était simplement l'information pertinente, présentée avec la même clarté avec laquelle j'avais tout présenté cet après-midi-là. Je ne vais pas en discuter avec toi. Ni aujourd'hui, ni jamais. Je veux juste que tu comprennes, avec la même clarté, que le soutien financier que tu as reçu de ma part jusqu'à présent est suspendu pour une durée indéterminée, à compter d'aujourd'hui. Pas comme une punition, mais comme la conséquence directe d'un choix que tu as fait pendant 1 an et demi. Silence à l'autre bout du fil. L'appartement de Valence dont je payais partiellement le loyer sera sous ton entière responsabilité à partir du mois prochain. L'assurance médicale privée que tu avais via ma police est annulée à la fin de la période en cours. Tout autre engagement financier qui existait entre nous est dissous. Selon les mêmes termes. J'ai fait une pause. Tu as 26 ans et tu as un travail. Tu es parfaitement capable de subvenir à tes propres besoins. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix avait perdu la légèreté des premières secondes. C'est déjà fait. Je n'ai rien ajouté d'autre. Il n'y avait rien de plus à ajouter. J'ai raccroché. J'ai rangé le téléphone dans la poche intérieure de ma veste et je suis resté un moment près de la voiture, les clés à la main, sous ce ciel clair de novembre qui avait accompagné la journée depuis le début. Le parking était presque vide à cette heure-là. Il y avait un chat gris endormi sur le capot d'une voiture, 3 places plus loin, complètement indifférent à tout, avec cette paix spécifique des animaux qui n'ont d'affaires en cours avec personne. Je l'ai observé pendant plusieurs secondes. Puis je suis monté dans la voiture et j'ai démarré le moteur. La procédure de séparation a pris 7 mois pour aboutir, de cet après-midi de novembre jusqu'à la décision de justice finale. 7 mois qui se sont écoulés avec une bureaucratie précise et sans drame visible. Car lorsque les deux parties disposent d'une documentation solide et d'une représentation légale compétente, le processus fonctionne avec la logique froide de n'importe quelle procédure administrative, délai, formulaire, comparution, résolution. L'émotion reste à l'extérieur du palais de justice, où apprend à se comporter avec une retenue que l'environnement ne permet pas d'ignorer. Rebecca n'a contesté aucun des points centraux de la documentation présentée. Son avocat a essayé de remettre en question la méthodologie d'obtention de certaines preuves recueillies par Valentin. Consuelo a répondu à chaque objection avec le même calme méthodique que d'habitude, soutenu par un dossier qui ne présentait aucune faille accessible sous l'angle qu'il tentait d'explorer. Le juge a rejeté les objections lors de la 2e audience sans plus d'élaboration.
La liquidation de la communauté de biens a été résolue selon le régime juridique applicable. Les 11 490 € retirés irrégulièrement des comptes conjoints ont été reconnus dans l'accord final comme une dette unilatérale de Rebecca envers les actifs communs, déduite de sa part proportionnelle lors de la liquidation. Le compte caché dans l'autre banque a été incorporé dans l'inventaire des biens à répartir à partir du moment où son existence a été documentée. Rebecca a reçu exactement ce qui lui revenait de droit. Ni plus, ni moins. Il n'y a eu aucune manœuvre de ma part visant à la priver de ce qui lui appartenait légitimement. Ce qui ne s'est pas produit, c'est qu'elle s'empare de ce qui ne lui appartenait pas, ce qui était le seul objectif concret qu'elle avait poursuivi depuis le début de tout cela. Elle a déménagé 3 semaines après la décision. Je n'étais pas présent lorsqu'elle a retiré ses affaires de l'appartement. Elle l'a fait un mercredi après-midi, avec l'aide de sa sœur, pendant que j'étais à la délégation. Un accord tacite auquel nous étions parvenus sans avoir besoin de le négocier explicitement. Je suis rentré ce soir-là. La moitié des espaces qui avaient été occupés pendant près de 3 décennies étaient vides, avec cette absence spécifique qu'ont les surfaces lorsqu'elles ont porté des objets pendant des années et que soudainement, elles ne portent plus rien. Je me suis assis sur le canapé du salon, gardant mon manteau, pendant un long moment. Je n'ai allumé ni la télévision ni la radio. Je suis resté là, simplement, avec ce nouveau silence qui avait une densité différente d'auparavant. Parce qu'avant, le silence coexistait avec la présence de quelqu'un dans la pièce voisine, et maintenant, c'était simplement le silence d'un appartement ne contenant qu'une seule personne. Je ne vais pas dire que c'était facile. Ce serait une falsification aussi grave que n'importe laquelle de celles que j'avais passé des mois à documenter. C'était exactement ce que c'était, la fin d'une partie de la vie qui avait occupé près de 30 ans et qui, indépendamment de tout ce qui s'y était passé, avait été pendant la majeure partie de ce temps la structure centrale sur laquelle tout le reste fonctionnait. Ce genre d'absence ne se résout pas par la justice. La justice et la douleur sont des choses différentes qui coexistent sans s'annuler l'une l'autre. Et quiconque dit que l'une efface l'autre n'a pas vécu assez longtemps, ou préfère une version plus ordonnée de la réalité que ce que cette situation permet. Avec Rodrigo, il n'y a pas eu de conversation après l'appel de novembre. Il a essayé de me contacter 2 fois au cours des mois suivants. Une fois par un bref message écrit, sans élaboration, et une fois par un appel que j'ai laissé sans réponse. Non pas parce que j'avais décidé que le silence était la réponse définitive et permanente. Mais parce que le moment n'était pas encore venu où j'aurais eu quelque chose d'utile à lui dire qui ne soit pas une répétition de ce que je lui avais déjà dit avec suffisamment de clarté cette nuit-là sur le parking. Les conséquences de ces décisions étaient désormais entièrement les siennes. Le loyer de l'appartement de Valence, l'assurance, les dépenses qui, pendant des années, avaient fonctionné comme un supplément silencieux à son indépendance. Tout cela était devenu son entière responsabilité. Cela ne l'avait pas ruiné. Il avait un travail. Il avait 26 ans. Il avait la capacité de subvenir à ses propres besoins sans aide extérieure. Ce qu'il n'avait plus, c'était le confort de savoir qu'il y avait quelqu'un derrière lui pour absorber ce qu'il préférait ne pas gérer. C'était exactement ce que j'avais voulu qu'il comprenne. Il y a une chose à laquelle j'ai souvent pensé depuis que tout cela est terminé, et qui mérite d'être dite avec honnêteté, même si ce n'est pas particulièrement confortable à formuler. Je ne regrette aucune des décisions que j'ai prises depuis cette nuit d'octobre. Pas d'avoir appelé Valentin. Pas d'avoir examiné les comptes avec la même rigueur que celle que j'applique dans mon travail. Pas d'avoir passé des semaines avec Consuelo à protéger ce qui m'appartenait légitimement avant qu'il ne disparaisse d'une manière que je n'aurais pas pu contrôler plus tard. Je regrette des choses antérieures. D'avoir travaillé excessivement pendant trop d'années sans comprendre que la présence n'est pas optionnelle quand on a une famille. D'avoir confondu la responsabilité financière avec l'intégralité de ce qu'un homme doit apporter à un foyer. D'avoir normalisé une distance émotionnelle que je trouvais confortable à l'époque et qui, rétrospectivement, était une erreur prolongée bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû l'être. Ces regrets sont légitimes, et je les accepte sans drame excessif ni auto-absolution facile. Ils font partie du tableau complet, tout comme le reste. Mais ce que Rebecca a choisi n'était pas une conséquence de mes erreurs. C'était sa propre décision, prise en toute conscience et soutenue par une planification active pendant 4 ans. Et ce que Rodrigo a choisi n'était pas une omission inconsciente. C'était la détermination délibérée d'un adulte qui a calculé que les conséquences de ce choix seraient gérables ou inexistantes. Tous deux se sont trompés dans ce calcul. Primitivo m'a demandé un jour, des mois après que tout soit réglé, comment j'allais en termes réels.
Non pas par courtoisie sociale, mais avec l'attention directe de quelqu'un qui pose une question parce qu'il veut la vraie réponse. Je lui ai dit que j'allais bien. Et c'était vrai, avec toutes les couches que ce mot comporte lorsqu'il est prononcé par quelqu'un qui a traversé une épreuve de ce poids et qui ne veut ni exagérer ce qu'il a porté, ni prétendre que cela ne pèse plus rien. C'est suffisant, a-t-il dit, et il a changé de sujet. J'ai réorganisé l'appartement avec une lenteur délibérée, sans me presser de transformer les espaces vides en autre chose. Il y a quelque chose de nécessaire à laisser les choses être vides aussi longtemps qu'elles doivent l'être avant d'être remplies à nouveau. Une bibliothèque dans le salon qui, pendant des années, avait abrité des objets de décoration choisis par Rebecca, qu'elle a emportés en partant, et resté complètement nue pendant plusieurs semaines. Je n'y ai rien mis. Un après-midi de janvier, en nettoyant le fond d'un placard du couloir, j'ai trouvé quelque chose que je ne me souvenais pas y avoir mis. Le verre à pied en cristal que j'avais utilisé pour mon anniversaire lors de cette fête d'octobre. Celui que j'avais tenu pendant 2 heures avec mon vin rouge, avec une pression constante et délibérée, tout en observant silencieusement tout ce que je devais voir. Quelqu'un l'avait mis là sans que je le sache. Il était propre, complètement vide. Avec cette transparence spécifique du cristal fin quand la lumière le traverse sous un certain angle. Cet éclat immobile et sans fioriture qui ne trompe ni ne prétend être autre chose que ce qu'il est. Je l'ai sorti du placard. Je l'ai tenu un instant dans mes mains avec la même pression que cette nuit-là. Cette pression dont le corps a besoin pour éviter de s'égarer là où il ne devrait pas. Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes. Puis je l'ai posé sur la bibliothèque vide du salon, seul, sans rien à côté. Il y a des choses que l'on décide de garder. Non pas parce qu'elles sont belles ou parce qu'elles évoquent de bons souvenirs, mais parce qu'elles sont précises. Parce qu'elles résument quelque chose de trop important pour n'être gardé que dans la mémoire, qui, avec les années, adoucit les angles et a tendance à réécrire ce qui fait le plus mal. Ce verre ne me rappelle pas la trahison. Il me rappelle la décision. L'instant exact où un homme qui avait passé des décennies à auditer les chiffres des autres a finalement décidé d'examiner les siens avec la même honnêteté implacable qu'il avait toujours exigée au travail. Ce que je veux que quiconque soit arrivé jusqu'ici comprenne, c'est ceci: je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous ressentiez de l'admiration pour ce que j'ai fait ou de la pitié pour ce que j'ai traversé. Je vous la raconte parce qu'il y a une leçon à en tirer, qui n'a pas seulement trait aux trahisons, aux procédures judiciaires ou à la récupération d'actifs. Elle a trait à ce qui se passe quand un homme décide, sur le tard, mais avec une détermination absolue, d'arrêter de regarder de l'autre côté. L'expérience accumulée n'est pas un poids qui vous retient. C'est l'outil le plus aiguisé qui soit. Et ceux qui calculent que le temps l'a rouillé commettent la seule erreur qui n'a aucune correction possible. C'est ce qui est resté quand tout a été fini. Pas une victoire sur qui que ce soit. Pas la satisfaction facile de quelqu'un qui a vu son plan s'accomplir. Juste ce verre sur cette étagère. Et la certitude tranquille qu'un homme qui sait exactement où regarder ne pourra jamais être indéfiniment ignoré par ceux qui ont parié qu'il ne le ferait pas.